Bonjour et bienvenue. Partageons, inspirons et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la santé hormonale. Avec mon mari Christophe, nous sommes aussi fondateurs d'Odyssée Aroma, une plateforme de formation en aromathérapie intégrative dédiée aux particuliers et aux professionnels. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans notre podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute! Nous enregistrons en voyage. Veuillez nous excuser si vous entendez quelques micro-coupures. Bonjour France, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Bon, alors pour ceux qui nous écoutent, je vais faire une petite introduction. Je vais essayer de la faire petite, mais il faut que vous sachiez que je suis très émue de cet épisode. Je pense que c'est celui pour lequel je suis le plus émue. On me demande souvent comment j'ai fait pour partir, comment j'ai fait pour passer mes peurs. Et en fait, il faut savoir que France Guilin, ça a été vraiment, sans qu'elle le sache, mon mentor des mères. Je suis partie avec mes 4 enfants et mon mari en mer et j'avais beaucoup de peur parce que je n'avais jamais fait, c'était vraiment l'inconnu. Et on m'avait conseillé un livre à ce moment-là, je pense avoir acheté le dernier exemplaire sur Vinted parce qu'il n'était plus édité. C'est un livre de France Guilin qui s'appelle Un bonheur sur la mer et elle raconte son tour du monde à la voile avec ses enfants dans les années 70 où il y avait très peu d'aide. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des pilotes, on a la météo, on a même Internet maintenant en mer. À l'époque, il n'y avait rien. Elle est partie sur un petit bateau, elle va nous raconter tout ça. Et en fait, en quelques jours, j'ai lu ce livre, elle a levé toutes mes peurs. Et ensuite, c'est toute la famille qui l'a lu et toutes les personnes qui sont passées sur le bateau pour nous visiter. Et même ma petite fille de 10 ans l'a lu aussi. Et ça l'a beaucoup inspirée. Donc, je suis trop heureuse de te recevoir ici. Merci encore. S'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas, on ne sait jamais, est-ce que tu serais d'accord de commencer par te présenter? Oh là là, c'est beaucoup de choses. Euh, Déjà, mon origine ethnique, on va dire, puisque j'ai une arrière-grand-mère africaine qui était esclave à l'île de la Réunion. J'ai rencontré l'arrière-petit-fils de la propriétaire de mon arrière-grand-mère, qui est journaliste à l'île de la Réunion. J'ai un arrière-grand-père maori. J'ai un grand-père russe et un grand-père espagnol et un passeport français. Et je suis née pendant la guerre de 1940, en janvier 1942, de deux parents maquisards, c'est-à-dire les résistants, ceux qu'aujourd'hui on appelle complotistes, mais qui se battaient. C'est-à-dire mon père et ma mère. Mon père a été extrêmement blessé. Ma mère, avec son vélo de course, parcourait le Massif central pour prendre des provisions pour les résistants, précisément. Et ils étaient regardés comme l'extrême gauche à l'époque. Ça rappelle des choses aujourd'hui. Ils étaient regardés comme des communistes qui n'ont jamais été. Et la gloire des résistants n'a existé que 15 à 20 ans après la guerre de 1940, puisque quand j'avais 15 ans dans le Jura, en 1957, on me regardait comme une sale fille de voyous, de communistes, parce que mes parents étaient résistants. Euh, c'est intéressant dans l'actualité d'avoir conscience de ça. Les résistants n'ont pas été glorifiés en temps et heure. Ça n'a été que 20 ans plus tard. Toujours. Et voilà. Donc, c'est pour encourager tous les résistants d'aujourd'hui, tous les Ça, c'est résistants posé. au formatage que nous sommes sur les bateaux, précisément. Tous les résistants au formatage que nous sommes sur des bateaux. Voilà. Carrément. Et moi, ça la mer m'a conforté
mille fois dans ce sens-là, Hmm. la liberté. Hmm. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter, donc, que tu as Alors, aussi plusieurs enfants? oui, alors en fait, en 1947, mes parents sont partis en Polynésie, puisque en tant qu'anciens résistants, ils ne trouvaient plus de travail. Et c'est le pays où est née ma mère, et donc j'ai grandi en Polynésie. Donc toute mon enfance, j'ai vu des voiliers passer avec Hmm. dessus des gens, avec des enfants. Pour moi, c'était normal. Beaucoup étaient des Australiens, des Néo-Zélandais qui passaient, qui naviguaient avec leurs enfants, ils leur faisaient l'école, etc. Et ils étaient regardés par les Européens en Polynésie. Moi, j'étais pas dans une famille européenne puisque j'ai une famille tahitienne. Mais les Européens en Polynésie, ils les regardaient comme on regarde les Roms, comme on regarde ces gens du voyage. C'est-à-dire pas toujours très net. Leur linge n'était jamais très blanc. Évidemment, on l'avait à l'eau de mer. Donc ça faisait un peu cradingue, ça faisait pas très propre. Euh, c'était regardé comme des gens marginaux, en fait. Et moi, je passais des heures et des heures à regarder la nature, la mer, les poissons, les oiseaux, et je rêvais d'être un oiseau ou un poisson pour pouvoir aller au bout du monde. Moi, j'avais qu'une envie, j'avais un globe que je regardais tous les jours. Et Tahiti, c'était un tout petit point et j'avais envie de découvrir tout ce qu'il y avait autour. Et donc, j'avais envie d'être comme les oiseaux et les poissons. Finalement, un voilier, c'est à la fois un poisson et un oiseau. C'est les deux Hmm. à la fois. Donc, moi, je ne suis pas partie en quittant tout. Je suis partie, au contraire, pour tout découvrir. Hmm. Euh, alors que des gens des années plus tard, parce que la navigation à la voile s'est développée beaucoup plus tard que lorsque j'étais petite, bien, les premiers voiliers que j'ai vus arriver à Tahiti pour découvrir le monde, c'était des gens qui quittaient tout, qui quittaient la civilisation pour aller vers les sauvages. Et moi, c'était l'inverse. Je partais de chez les sauvages pour aller vers la civilisation. Donc, c'est tout à fait à l'envers de ce que certains qui avaient déjà un établissement correct en France, par exemple, quittaient tout pour aller vers autre chose. Oui. Alors que les gens que je rencontrais se réjouissaient d'un feu fait avec du bois, avec de la fumée qui vous pique les yeux, etc. Parce que eux, chez eux, ils avaient eu une cuisinière, un commode, etc. Moi, c'était l'inverse. Le feu qui pique les yeux, c'était pas ma recherche. Avoir un réchaud à gaz, c'était le luxe. Donc, vous voyez, c'est exactement l'inverse comme position. Hmm. Et du coup, alors, tu as voulu partir. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de partir? Tu as vu ces voiliers, ça t'a donné envie de partir vers la civilisation? Ben, j'avais envie de découvrir le monde. Ouais, voilà, c'est Dans ça. le monde, il y a la civilisation. Via leur voilier. Ça ne veut pas dire que j'avais envie de vivre comme les gens qui vivaient dans les villes, mais j'avais envie de voir ce que c'était. Parce que comment je connaissais la France? Il faut se rendre compte, à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Je connaissais la France à travers mes livres. Donc, je pensais qu'en France, il n'y avait que des grands écrivains, que des médecins, que des gendarmes, des fonctionnaires, des architectes, enfin, que les rares personnes qu'on voyait en Polynésie qui arrivaient pour une vie précise. Et en Polynésie, il n'y en avait pas beaucoup. C'était pas comme... On était 20 000 habitants en Polynésie à l'époque. Il faut se rendre compte, on était très peu nombreux. Et donc, j'avais envie d'aller dans ce pays où il y avait des chercheurs, où il y avait enfin, tous les gens que j'admirais dans les livres à l'école. Et il faut imaginer, la- euh, à Tahiti, quand je montais à 1800 mètres ou à 2000 mètres d'altitude, je voyais tout le tour de l'île. Je voyais la mer partout. Donc, je m'imaginais dans les Pyrénées en voyant d'un côté l'Atlantique et de l'autre côté la Méditerranée. Je n'avais aucune idée de distance, du volume. Je voyais ça sur un globe. C'était vraiment la perception que j'avais de la France. Et Et, et enfant, il- tu faisais de la voile, du coup, tu t'es mise à la voile ou tu regardais ça comme un spectacle ou ça t'a donné envie de t'y mettre rapidement?
Alors, la voile, on n'en avait pas beaucoup, mais par contre, euh, euh, à l'âge de 9 ans, j'étais en sixième, et ça m'a permis, parce que j'étais en sixième, de rentrer chez les scouts. Mhm. J'aurais dû être avec les plus jeunes, mais j'étais Oui. avec les plus âgés. Et donc, on est allé camper dans des îles. On a pris le bateau, on a pris des bateaux, ce qu'on appelait les goélettes à Tahiti. C'était pas des vraies goélettes, c'était d'anciennes goélettes, mais transformées en bateaux à moteur. Mm. Et les bateaux qu'on avait à Tahiti étaient des bateaux rachetés par l'île, mais des bateaux qui partaient à la casse. C'était des bateaux vraiment vieux, abîmés. Il n'y avait pas de bateau neuf. Et régulièrement, il y avait un bateau qui s'échouait sur un récif. Les gens restaient 15 jours à attendre qu'un autre bateau passe par là. Ils ne mouraient pas parce qu'ils buvaient de l'eau de mer. Ils faisaient comme bombards, quoi, de façon spontanée. Personne ne mourait, mais ça faisait partie des risques. Voilà. Et donc, moi, je suis allée en goélette d'une île à une autre plusieurs fois comme ça. J'étais la seule qui restait sur le pont. Le capitaine m'attachait sur le pont pour être sûr que je ne serais pas embarquée par une vague. Et pour moi, c'était un bonheur extraordinaire d'être en milieu des éléments. Je ne pouvais pas imaginer de vivre ça dans une cabine. Les autres, ils vomissaient en bas dans leur cabine. Moi, j'étais sur le pont et il était hors de question que je sois ailleurs. J'avais besoin d'affronter les éléments en face. C'était comme ça. Donc, Aventurière. voilà. Et c'est vrai que des années plus tard, j'étais sur un voilier entre la Sardaigne et la Corse en pleine nuit avec un coup de Mistral violent. Chacun sait que c'est un cimetière de bateaux, cet espace-là. Eh bien, on avait un bateau qui avait un beaupré sans filet en dessous et avec un beaupré très long. Et on n'avait pas de filet en dessous. À bord, il y avait 6 garçons qui étaient venus, qui payaient pour faire de la voile avec nous, hein. C'était ce qu'on appelait du Les charter. équipiers. Mon ex-mari avait la trouille, il était à la barre. Moi, j'étais à cheval sur le beaupré à l'avant à changer la voile. Et à chaque fois, à chaque vague, je plongeais dans l'eau parce que on enfournait à chaque fois. Oh là là. Et ça m'inquiétait pas du tout. J'étais à cheval sur mon beaupré, je changeais la voile. J'avais moins peur que mon ex-mari. Parce Donc, c'est que parti. oui, Donc, tu es partie en quelle année? Et tu es partie de Tahiti, du coup? alors je suis partie en 60. J'ai commencé en 65, 64, 65 sur les voiliers des autres. J'ai commencé sur un voilier américain, un sardinier, ensuite sur un- un bateau nordique qui était un bateau, comment on appelait ça? C'était, c'était des bateaux qui transportaient du sel, qui transportaient toutes sortes de choses comme ça. Alors, les bateaux sur lesquels j'ai appris à naviguer, il n'y avait pas de winch, il n'y avait pas de gain d'eau électrique, pas d'électricité, bien évidemment. Euh, les premières navigations que j'ai faites, je recousais les voiles, des voiles en coton. Essayez d'imaginer ce que c'est que des voiles en coton quand elles sont en quadruple épaisseur dans les ourlets. Il faut enfoncer des aiguilles triangulaires au marteau, tirer avec la pince pour sortir l'aiguille, et chaque point, c'est comme ça. Et je faisais ça. Je faisais du calfatage aussi de pont pour relier les lattes qui étaient sur le pont. Enfin, je faisais tous les boulots que personne ne voulait faire, hein. Donc, c'était vraiment, j'ai appris comme ça, quoi. Euh, et sur mes premiers bateaux, j'ai jamais eu d'électricité sur les bateaux de toute façon. J'avais donc rien d'électrique. Le moteur, on a toujours démarré à la main parce que je n'avais confiance dans aucune batterie. De toute façon, pour maintenir une batterie dans une traversée, il faut faire tourner le moteur tous les jours, à peu près, ou tous les 2 jours. Or, ça veut dire qu'il faut emporter du fuel, qu'il faut entendre ce bruit, qu'il faut sentir cette odeur, etc., etc. Donc, moi, j'ai toujours préféré démarrer à la main au volant parce que pour moi, c'est plus sûr. Ça a toujours été plus sûr.
Enfin, voilà, j'ai connu l'époque des Tamaya, des petites calculatrices pour faire le point. J'en ai eu sur le bateau, je m'en suis jamais servi. Euh, j'ai pas peur de l'ordinateur. Des ordinateurs, j'ai été la première dans la famille à avoir un ordinateur bien avant mes enfants. Avant même qu'il y ait un magasin qui vende des ordinateurs à Paris, j'avais déjà un Macintosh alors qu'il n'y avait même pas de magasin pour les acheter à Paris. Donc, c'est pas la peur de la technique, c'est zéro confiance en mer parce que la moindre humidité, la moindre vague qui vous mouille tout ça, on n'a plus Mm. rien. Aujourd'hui, c'est important de comprendre parce que parfois, on se fie tellement aux outils que le jour où ça marche plus, Oui. on est perdu. Par exemple. Complètement. Et ça, je ne prendrai jamais un risque pareil en mer. Mm. Jamais, jamais, jamais. Euh, parce que c'est vraiment, d'autant plus que on ne peut faire un point rapide que quand on a déjà une idée de où on se trouve. C'est important. Or, on perd très vite euh, sa position. En une semaine, on perd sa position complètement Mm. si Bah on oui. ne peut pas faire le point. Mm. Donc, ça, c'est très, très important. Et jamais je partirai en ne faisant confiance qu'à des petites tablettes, hein. Ça, Mm. c'est exclu, complètement exclu. Parce que ceux qui s'occupent des satellites, ils peuvent arrêter aussi, hein. C'est pareil. Qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a fait que tu as commencé un petit peu à droite à gauche sur des bateaux, puis à un moment donné, est-ce que tu t'es sentie prête et que tu as dit, OK, là c'est bon, je suis prête, j'ai envie de partir vraiment en exploration autour du monde. Ben, en fait, c'est que j'ai rencontré un garçon qui avait envie aussi de faire le tour du monde à la voile. Et ben, on a décidé d'avoir un bateau très rapidement. Et on a regardé toutes les revues nautiques dans le monde entier. Et on a découvert que le moins cher de tous, c'était aux Pays-Bas. Sauf qu'ils avaient un tirant d'eau de 1,40 m. Alors, on leur a... Non, pas 1,40 m, de 40 centimètres pour les canaux. Ils avaient un tirant d'eau nul. Ah oui, voilà, parce qu'à 1,40 m, j'étais pas choquée, mais là oui, 40 centimètres en mer, ça va être compliqué. C'était de 40 centimètres. Alors, parce qu'ils Et le constructeur, qui ne faisait que des bateaux pour les canaux et pas beaucoup, il était en frise. Eh ben, grâce à notre bateau et la publicité qu'on lui a faite par la télé, etc., il est devenu un constructeur de voiliers à Rotterdam. C'est très drôle quand même, hein. Ça lui a permis une expansion extraordinaire, un développement formidable. C'est très bien, je suis très contente. Et donc, euh, voilà, pour gagner ce bateau, on a profité de quelque chose d'intéressant à Tahiti à cette époque-là. Il y avait la Légion étrangère et puis la marine française qui était là pour la bombe atomique. Et il y avait à peu près 20 garçons pour une fille. Donc, les garçons envahissaient toutes les boîtes de nuit, etc. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de développement photo couleur en Polynésie. Et les gens étaient obligés d'envoyer leur pellicule à développer, soit en France, soit aux États-Unis. Ça mettait des semaines et des semaines avant de revenir. Et donc, quand ils étaient de passage à Tahiti pour 3 ou 4 jours, eh bien, ils ne pouvaient pas envoyer de photos à leur famille. Et nous avions des appareils Polaroid qui n'existent plus, des appareils Polaroid qui faisaient des grandes photos en couleur de très excellente qualité. J'en ai encore de ces photos. Elles n'ont pas bougé, la couleur n'a pas bougé. C'était bien mieux que tous les développements de Kodak et tout ça. Et donc, on vendait ces photos. Et moi, j'ai fait un tabac, quoi. Euh, J'avais une robe blanche en soie, une couronne de fleurs, un scotter, et puis j'allais de boîte en boîte. Je ne demandais même pas aux gens s'ils voulaient des photos. Je faisais un petit tour et c'était eux qui m'appelaient. Donc, donc j'ai fait énormément de photos instantanées et en l'espace de même pas un an, on avait de quoi acheter un bateau. Oh, c'est incroyable comme histoire. C'est Ah oui, incroyable. oui, c'est extraordinaire. Donc, vous avez acheté le bateau aux Pays-Bas? Alors, on est allé aux Pays-Bas pour le faire, hein. OK. Et on a donné toutes nos exigences, évidemment. Et puis, on a rabattu le mât et on a descendu
la Frise, on a traversé Isselmer, on a traversé les Pays-Bas, traversé la Belgique. Alors, chose drôle, c'est que on avait regardé les distances sur la carte et on est passé par l'Ardenne. On aurait pu éviter l'Ardenne, mais on est passé par l'Ardenne parce que ça nous paraissait plus court. En réalité, il y avait un nombre d'écluses absolument faramineux. Et en plus, les éclusiers ne travaillent pas toute la journée. À 4 heures d'après-midi, c'est fini. Donc, on a mis un temps fou à passer l'Ardenne, redescendre l'Ardenne, monter, descendre, etc. Ensuite, on est arrivé à Paris. Alors, à Paris, ben, la marraine de mon ex-mari habitait dans l'île Saint-Louis, donc on s'est mis à quai euh, à l'île de la Cité. Et puis, on a passé quelques semaines à Paris, c'était extraordinaire. La Seine, à cette époque-là, était sale, comme on ne peut pas imaginer. À un moment, l'hélice s'est prise, a pris une cochonnerie. Avec un masque, on ne voyait pas à 15 centimètres. C'était dégoûtant, horrible, affreux, mais c'était comme ça. Vous avez Et choisi ensuite, quoi on a pris comme... le canal de Bourgogne. Attends, du coup, j'avais une question Pardon? qui me... C'était quoi ton bateau? Vous aviez choisi quoi? Il avait quelle taille ce bateau? C'était un petit sloop de 9 mètres 30, Ok. 9 mètres 33. C'est un petit sloop de 9 mètres 33. Voilà, et c'était très bien. Hein. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très bien comme bateau. Encore aujourd'hui, si je dois retraverser l'Atlantique, je prendrai un tout petit bateau pour beaucoup de raisons. C'est le bateau qui coûte le moins cher au port. Hmm. Il faut moins de 10 mètres. À partir de 10 mètres, ça devient épouvantable. Hmm. C'est un bateau qu'on peut sortir facilement d'un récif tout seul. C'est un bateau c'est un bateau qui coûte, enfin, qui coûte le moins. Hmm. C'est le bateau idéal, je trouve, c'est le yawl de moins de 10 mètres. Le yawl, il a tous les avantages du sloop. Il a un grand mât à l'avant et un tout petit mât à l'arrière. Par gros temps, on se met une petite trinquette et un tout petit artimon et on est hyper stable, on va très bien. Et par contre, euh, comme on n'a qu'un seul grand mât, on n'est pas déventé par un mât arrière comme dans un ketch ou une goélette. Donc, on peut profiter à fond des ventes arrière. Donc, c'est tous les avantages du sloop. Faire le tour du monde dans un tonneau, c'est la façon la moins risquée de faire le tour du monde parce que même sur un récif, il va rouler. Il ne va jamais se casser. L'idée, c'est ça. C'est le bateau le plus léger possible, le plus petit possible, avec un lest excellent pour qu'il se retourne immédiatement s'il plonge et euh, qui peut. Moi, si j'ai un conseil à donner à des gens qui démarrent, c'est de commencer avec un bateau de moins de 10 mètres et s'ils peuvent, avec un tout petit. Moi, j'en ai vu un comme ça à Gibraltar. C'était un couple d'Anglais. Ils avaient tout compris. Ils avaient un bateau de moins de 10 mètres avec un tout petit mât à l'arrière, un grand mât à l'avant. C'était impeccable. Ouais. Je me Et moi, souviens c'est ce de que je cette conseillerais partie. aux gens qui partent, c'est de garder une sécurité à terre au départ, hein, quand ils commencent. Garder une sécurité à terre parce qu'ils ne savent pas comment ils vont vivre ça. Hein. Donc, garder une sécurité à terre, avoir un petit bateau, faire déjà des choses très passionnantes. Et si on trouve que c'est vraiment génial, à ce moment-là, on peut vendre ce qu'on a à terre, etc. Ce n'est pas un problème. Euh, Commencer par se garder une sécurité à terre, parce qu'énormément de couples se défont sur les bateaux. Parce que Hmm. c'est un petit espace où on ne peut pas s'évader. On ne peut pas sortir, s'aérer. C'est compliqué. Et si on est un couple solide, eh ben, on va résister. Et on sait qu'on peut continuer avec un bateau plus grand. Si on n'est pas un couple solide, eh ben, il valait mieux avoir quelque chose à terre, quoi. Hmm. Ouais, c'est un sacré challenge d'aventure, mais en effet aussi de couple, de vie de famille, etc. Donc, désolée, je t'ai coupé par rapport au type de bateau parce que je trouvais que c'était intéressant de connaître le type de bateau. Et puis, du coup, j'irai regarder un peu les bateaux dont tu as parlé parce que je ne les visualise pas tout à fait. Mais donc, tu me disais que tu étais arrivé à Paris avec ce bateau-là. Comment vous avez commencé votre tour du monde? Oui. Et après, on a pris, on a passé le canal de Bourgogne. Et puis,
on a pris le Rhône avant qu'il fasse la doublure du Rhône. Longtemps avant qu'il fasse le canal qui double le Rhône. Et donc, on a descendu le Rhône. Le Rhône, c'est une aventure. J'ai descendu 3 fois le Rhône. C'est une aventure, hein, vraiment. Parce qu'il y a des digues de freinage et c'est sinusoïde, hein, permanente. Il ne faut pas se tromper. Avec le deuxième bateau, à un moment, c'était pas moi qui étais à la barre, j'ai dit à gauche, et en fait, il n'a pas entendu, il est allé à droite, et à droite, on est passé par-dessus. Ça a fait boum, heureusement que c'était un bateau en acier, parce qu'avec un bateau en bois, on aurait cassé. Hein. On a bondi par-dessus une digue, on est passé par-dessus carrément. Wow. Donc, parce qu'il y avait un courant très très fort. Ce qui fait que pour pouvoir s'amarrer au Rhône à cette époque-là, il fallait lancer un grappin un gros grappin, et puis si possible en lancer 2 pour se freiner, parce qu'il y avait un courant monstrueux. Incroyable de se dire qu'on peut faire toute la France comme ça, enfin presque toute l'Europe finalement en bateau, Bien sûr. via des rivières. Et à ce moment-là, vous aviez toujours 40 centimètres de... Alors, on a été obligé de prendre des canaux où on était sûr d'avoir notre mètre 70. Ouais, c'est ça. On n'a pas pu prendre toujours ce qu'on voulait. Okay. Les canaux, il fallait passer au milieu, comme il y a les péniches qui passent. Les péniches, beaucoup de péniches ont 1,70 m. Donc, on passait là où passaient les péniches, en fait. Ok. Et alors, donc là, vous arrivez dans le sud de la France à peu près, enfin, comment... On est arrivé à Port-Saint-Louis-du-Rhône, okay. C'est-à-dire Méditerranée. Là, on arrive en Méditerranée et là, on est prêt à partir. Vous êtes que tous les deux, vous n'avez pas d'enfants à ce moment-là? J'attends un bébé. Ah. Et j'attends un bébé qui est né pratiquement quand on est arrivé dans le sud. Quoi. À Donc, Port-Saint-Louis. j'étais non, elle est née à Brignoles, dans le Var, mais enfin, parce qu'on est allé, parce qu'il y avait la marraine de mon ex-mari, avait une maison au Luc, en Provence. Et donc, je suis allée la faire, les vendanges, en fait. Je portais les bouteilles, c'était très lourd. Je portais les bouteilles de boissons aux vendangeurs et j'aidais pour les vendanges. Et j'ai accouché à la fin des vendanges, c'est-à-dire que ils étaient encore en train de terminer les vendanges quand je suis partie à toute vitesse à Brignoles et j'ai eu mon bébé et 2 jours et demi après, je quittais la maternité. Pour rejoindre le bateau? Pour aller d'abord dans une maison, puis j'ai embarqué quand ma fille avait 3 semaines. Wow. Donc, donc... c'était pas facile. Et donc là, tu as ton bébé de 3 semaines, vous êtes dans le sud et vous décidez de partir faire ce tour du monde à ce moment-là? Oui. Là, j'ai traversé l'Atlantique. Quand je suis partie, ma fille avait 21 jours. Ok. Est-ce que tu avais des peurs? J'ai jamais eu vraiment peur sur le bateau au moment où les choses étaient dangereuses. C'est toujours longtemps après, quand je le racontais, que j'avais un frisson dans le dos en réalisant ce qui aurait pu se passer. Mais sinon, je n'ai jamais eu peur. Quand quelque chose devient difficile, je deviens extrêmement calme et très concentrée sur chaque geste à faire. Mais je pense que c'est vrai pour tous les navigateurs. Quand le moment est vraiment périlleux, difficile, quand on a des enfants, on les rassure. Je me souviens d'un typhon au large en partant des Philippines. C'est très simple, en enlevant les voiles, en mettant 2 grosses ancres à l'avant. C'était pas sur mon bateau, j'étais skipper d'un bateau à ce moment-là. Le bateau a reculé de 100 000 nautiques en 36 heures. Si ça avait duré 10 heures de plus, on arrivait sur les récifs. Eh bien, mes enfants me demandaient, c'était un typhon qui avait fait des centaines de morts aux Philippines. Hein. Mes enfants, pour se parler, il fallait se crier, il fallait mettre les mains en entonnoir et crier dans les oreilles parce qu'on n'entendait rien. Et mes enfants me demandaient si c'était dangereux, je leur disais, mais pas du tout.
Je les faisais chanter dans le vacarme. Et, euh, mais pendant les dangers, je peux dire, j'ai jamais senti la peur. Jamais. Mm. Jamais, j'ai jamais senti la peur. Jamais, jamais. Mais Par contre, j'étais extrêmement consciente que le moindre tac, le moindre bruit, la moindre chose devait tout de suite provoquer une réaction. oui, tu es connecté aux éléments, tu es Ça, connecté. c'était Mm. complètement, complètement. Et à chaque geste à faire, à chaque instant. Mais du coup, tu avais quand même un bébé de 3 semaines. Aujourd'hui, C'est on se pose des questions. J'ai des familles avec qui j'échange qui se posent et moi même, hein, qui me posaient des questions de partir avec un petit de 3 ans. Et je me dis, toi, tu pars avec un bébé de 3 semaines et tu te dis pas, voilà, s'il se passe quelque chose, on sait que les 3 premiers mois, c'est quand même important, etc. Par rapport à ton enfant. Alors, moi, j'ai allaité mon bébé. J'ai grandi en Polynésie où j'ai toujours vu des femmes qui allaitaient. Les enfants ne sont jamais malades quand on les allaite. Jamais. Ils n'ont rien. Rien, rien, rien. Et toujours proche de nous, on, on- il ne peut rien leur arriver. C'est pas possible. Euh, Quand je suis partie dans la famille de mes enfants, il n'y a que des médecins. Et un jour, avant de partir, un médecin me dit, et si tu n'as plus de lait? J'ai dit, pourquoi j'aurais plus de lait? Ça n'existe pas, ça. Après, il me dit, et si ton enfant tombe malade? J'ai dit, pourquoi il tomberait malade? Avec le lait maternel, il ne tombe pas malade. Et ils m'ont dit, oui, avec une conviction pareille, euh, enfin, en tant que médecin, ils étaient très surpris. Mais j'étais tellement sûre qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucune raison qu'il y ait un problème. Il y a des millions, des milliards d'enfants qui ont grandi sans jamais être malades. Mais des milliards d'enfants ne sont jamais malades parce qu'ils sont allaités par leur maman, c'est tout. Et moi, je pouvais allaiter, on peut allaiter 2 ans, 3 ans si on veut. J'ai jamais allaité 3 ans, mais euh, sur le chat. Mais autre chose, c'est que à Tahiti, on n'avait pas de sécurité sociale et de choses comme ça. Mm. Et donc, on n'allait pas voir le médecin tous les mois. Le médecin, on allait le voir quand vraiment tout ce qu'on connaissait de naturel avait échoué. Mais on n'allait pas voir le médecin. Moi, j'ai jamais vu mes parents aller voir le médecin régulièrement. Jamais vu ça. Mm. Donc, il faut se rendre compte qu'on est dans un monde très différent. Les gens pensent que quand un enfant est malade, il faut absolument aller voir quelqu'un qui est un spécialiste de faire face à tout. Il y a des moyens naturels, il y a l'argile, il y a le bain dérivatif, il y a plein de moyens. Pour faire tomber la fièvre, on n'a pas besoin de comprimés, on n'a pas besoin de suppositoires. Il suffit de mettre du froid dans l'entrejambe, c'est tout. Mm. C'est Ouais. des trucs qui sont connus de la médecine. La médecine connaît ça, les hôpitaux connaissent ça, les hôpitaux français connaissent ça. Mais on trouve plus facile de donner un comprimé, de donner un cachet, enfin, voilà. Mais ça, c'est des trucs récents. Moi, j'ai pas grandi là-dedans. Mm. J'ai pas. Ma pharmacie n'a rien, mais rien. J'habite en France. J'ai pas de pharmacie. J'ai des pansements. J'ai même pas de désinfectant. Je prends de l'eau javelisée. En- Actuellement, en Europe, hein, je, je n'ai rien. J'utilise l'argile. Rien d'autre. Si je veux faire une radio, c'est pour vérifier que ce que j'avais, enfin, ce que j'ai au début et à la fin. Mais entre les deux, je mets de l'argile. Donc, euh, j'ai eu zéro remboursement Sécu depuis la naissance de ma dernière fille, il y a 43 ans. J'ai jamais activé la carte verte, je sais pas quoi, là, que je sais même plus pas où elle est. J'ai reçu un message de la Sécu, la française, me disant que si je faisais pas, mettais pas à jour ma carte, elle vaudrait plus rien. Je sais même pas où elle est. Et je m'en suis jamais servi, je m'en servirai jamais. Mm. C'est Aucune inspirant. raison de me servir d'un truc comme ça. J'ai eu moins de 10 remboursements de Sécu euh, avec 8 enfants que j'ai eu chez moi.
Donc, c'est juste des trucs pour faire du sport ou des choses comme ça, quoi. Hmm. Est-ce que tu peux, si on revient au voyage, est-ce que tu peux me dire rapidement quel a été le circuit et combien de temps ça a duré ton tour du monde? Ah ben, j'ai navigué pendant 17 ans, avec des petites mises à terre de temps en temps, mais j'ai navigué pendant 17 ans, en fait. Donc, ça fait pas mal d'années. Et tu as eu 3 enfants à bord. Alors, j'ai eu 3 enfants à bord, puis j'en ai eu 5 aussi, parce que j'ai navigué aussi avec 5. Ok. Et là, tu avais Donc, toujours un bateau de 9 mètres, non? alors, après, j'ai eu un bateau de 12 mètres, 2 bateaux de 12 mètres, ensuite un bateau de 17 mètres, mais celui-là, pas longtemps. Et puis après, j'ai été skipper sur des bateaux de euh, 13 mètres, 14 mètres, voilà, où j'ai emmené aussi mes enfants. Et donc, quel a été ton circuit? Qu'est-ce que tu as fait en 17 ans? Quelle était Le la circuit. suite? Le circuit. Ben, en fait, j'ai fait les océans dans des sens un peu différents. Je n'ai pas fait d'un seul coup le tour. Hmm. J'ai fait par tronçon et en partant d'endroits différents. Ok, donc Donc, tu as été dans le monde c'est assez. entier quand même. Tu as Voilà, été oui. en Nouvelle-Zélande, aux J'étais Fidji. à Taïwan. J'ai eu un bateau fait à Taïwan où j'ai fait Taïwan, Hong Kong, les Philippines, etc. en descendu. J'ai fait aussi à partir des Philippines. J'en ai fait aussi à partir de la France. Euh, j'en ai fait en Méditerranée. Enfin, j'en ai fait un peu dans tous les sens. Et tu faisais l'école tu faisais l'instruction en famille, du coup, c'est toi qui t'occupais d'instruire les enfants, de faire l'école? Ah ben oui, c'est toujours moi qui ai fait l'école. Et j'avais une école par correspondance qui était vraiment chouette parce qu'on n'avait pas il n'y avait pas de calendrier. Hmm. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de suivre les vacances françaises et tout ça là. Donc, et en plus cette école, je ne sais pas si elle existe encore, je pense pas, mais elle faisait des groupes de 16 enfants qui étaient de pays différents, et chaque enfant recevait les devoirs des 15 autres. Ça veut dire que chacun pouvait lire ce que racontaient les autres. Alors, moi, par exemple, qui étais sur un voilier, on recevait des devoirs faits par une petite Française qui était aux États-Unis Est, une autre aux États-Unis Ouest, d'enfants qui étaient en Afrique, enfants qui étaient en Asie, enfants qui étaient en Australie, enfin, dans Ok. divers pays du monde, comme ça, des enfants en France. Et il y avait 10 000 élèves, hein, c'était énorme. Et, mais il nous communiquait les travaux des autres pour qu'on voit euh, que les enfants se connaissent. Donc c'était très intéressant. Tu envoyais comment? Il y Par avait la vraiment poste? des échanges. Tu envoyais Pardon? par courrier, tu envoyais par courrier, Par du la coup? poste. Oui, oui, par la poste. Alors quelquefois, quand on avait navigué 2 mois ou était dans des îles où il n'y avait pas de poste, ben, on avait un énorme paquet qui nous attendait, hein, évidemment. Et tu gérais, du coup, la scolarité des 5 enfants. Oui, et c'est moi qui ai appris à lire, écrire, compter à tous mes enfants. Et Et pas comment mal vont de tes temps. enfants? Et tes enfants, maintenant, ils en gardent quels souvenirs? Comment ils parlent de cette époque-là? Ben, ils auraient aimé que ça dure. Ils auraient aimé n'avoir que ça. Parce qu'après, à l'école, ils sont beaucoup ennuyés parce qu'ils trouvaient que les enseignants répétaient sans arrêt la même chose, répétaient le cours. Eux, en 10 minutes, ils avaient compris. Pendant 1 heure, on leur répétait la même histoire. Ils ont trouvé l'école pesante. Hmm. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont réussis? Parce que souvent, tu sais, on me dit, ah, mais du coup, comment ils font pour se sociabiliser, pour se réinsérer dans la vie Ben, la normale? socialisation, elle a jamais posé de problème parce que dans tous les ports où on s'arrête, on rencontre d'autres enfants. D'ailleurs, c'était très amusant parce que quand elles sont rentrées à l'école en France, les enseignants m'ont dit, c'est incroyable, vos enfants, ils sont très sociables. Mais ils avaient l'habitude d'aller vers les autres enfants, et d'apprendre des langues, etc. Ils avaient l'habitude. Donc, au contraire, ils étaient
encore plus sociables que les enfants qui qui sont pas sortis de chez eux, quoi. Mm. Euh, c'est pas du tout ce que les gens imaginent. Nos enfants sont non seulement très sociables, ils sont en avance sur les autres parce qu'ils apprennent beaucoup plus vite. On peut suivre leur rythme. Ils savent beaucoup plus de choses parce que dans chaque pays, moi je leur ai appris, en plus de la géographie de la France, l'histoire de la France, ils apprenaient la géographie et l'histoire du pays où on était. Moi j'achetais des livres d'école du lieu pour qu'ils absorbent tout ça. Donc ils avaient une culture beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste en fait. Et ils ont tous sauté des classes. Ils ont tous sauté des classes. C'est pas moi qui leur ai fait sauter des classes, c'est l'école. Parce qu'ils avaient une avance. C'est du luxe, l'école à la maison. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont rétabli l'école à la maison. Mm. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentrée? Mais parce qu'à un moment donné, ma fille aînée commençait à avoir des amis qui ne pensaient qu'à se marier au même âge. Et donc, je me suis dit, là, il faut un peu. Et puis, je me suis dit, après, il y a les études supérieures. Donc, je me suis dit, là, il faut les remettre un petit peu dans un système pour qu'ils aient un plus grand choix, qu'ils puissent vraiment choisir leur vie. Parce que s'ils ont envie d'être avocat ou médecin ou je ne sais quoi dans un pays civilisé, il faut qu'ils puissent le faire. Il faut qu'ils aient un vrai choix. Parce que sinon, ça réduisait leur choix. Et donc, je me suis installée à Paris, alors que c'est dans Paris, parce que je n'avais pas les moyens de leur payer des études dans une autre ville, éventuellement, il aurait fallu payer un logement, etc. Donc, je me suis installée dans Paris, et mon premier logement, il faisait 19 mètres carrés. On mettait les matelas debout contre les murs pour circuler dans la journée. Après, c'était 60 mètres carrés et on était très nombreux. Mais j'ai préféré l'exiguïté et le choix au niveau scolaire. C'est pour ça que me suis installée à Paris à ce moment-là. Et je vous ai qu'ils aient vraiment le choix des écoles, le choix des études. Et puis, parallèlement, pour garder le côté nature, eh bien, je me suis inscrite dans un centre naturiste à 50 km de Paris, où on avait un petit chalet, on louait un petit chalet. Et là, pas d'électricité, pas de téléphone. Euh, on se chauffait au gaz. Les toilettes, il fallait marcher dans la nature. C'était pas dans la nature, mais il fallait aller au bloc toilette parce que dans le petit chalet, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette. Donc c'était une vie assez rude où on allait le mercredi, le samedi, le dimanche. Je leur faisais manquer l'école du samedi matin. Comme elles étaient tête de classe, on ne me disait rien. Et donc, mes enfants jouaient dans la nature, jouaient la nuit dehors, en hiver, n'avaient pas peur des hulottes, n'avaient pas peur des hérissons, ils étaient dans la nature. Et donc, ça a fait un pendant très intéressant parce que 3 jours par semaine, ils étaient en pleine nature. Et Génial. j'avais tout en double, tous les livres scolaires, je les avais achetés en double. Et donc aujourd'hui, tes enfants, est-ce que tu considères est-ce qu'ils sont, rassure-nous, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que c'est des adultes qui sont épanouis, qui ont une vie normale, qui ont réussi à s'insérer dans la vie normale? Ah bah complètement, complètement. Alors là, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que, au contraire, ça leur a même permis de faire des rencontres intéressantes parce que qui se ressemblent s'assemblent. Mm. Les rencontres qu'ils ont faites, ce sont des gens aérés aussi. Moi, je trouve ça très intéressant. Et ils font tous des choses très intéressantes, Mm. tous les enfants. Donc, ils ont tous choisi des métiers qui leur plaisent. Euh, ils font tous des choses très intéressantes, vraiment. Est-ce qu'ils ont envie de repartir faire des tours du monde, des grands voyages? Alors, ils voyagent beaucoup, mais par la terre. En fait, pas tous. Il y en a une qui s'était acheté un voilier
elle a fini par le revendre parce que avec son mari, ils se sont installés à l'intérieur des terres. Donc, Mm. c'est difficile d'avoir un bateau quand on n'est pas à côté, hein. Mm. J'en ai une autre qui habite actuellement en Suisse, mais elle enseigne en Italie. Elle enseigne à 600 kilomètres de chez elle, euh, euh, 2 jours par semaine à l'Académie Sainte-Cécile. Mais enfin, elle est dans le chant d'opéra, hein. Mais elle a elle a 6 ou 7 masters, elle parle 7 langues. Euh, elle a fait le tour à la voile de l'Irlande. Elle a fait le tour à vélo de l'Irlande. Elle a traversé la France à vélo. Euh, Ouais, des ça- ça- aventuriers. ben oui, et mes enfants sont très, très aventuriers. Ils n'ont pas toujours des conjoints très aventuriers, mais eux sont très aventuriers. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage, toi? Qu'est-ce que ça t'a changé dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? C'est une question compliquée, mais Ah ben déjà, ça m'a donné une assurance extraordinaire mm. dans la vie parce que euh, je n'ai jamais eu peur euh, de manquer de quoi que ce soit. J'ai jamais eu peur de manquer de travail, d'être au chômage. Et mes enfants n'ont jamais eu ces peurs-là non plus. Euh, Parce que, je ne sais pas comment dire, enfin, moi j'ai une confiance absolue dans la nature. La nature nous donne toujours tout ce dont on a besoin. À nous d'aller au bon endroit. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais là, actuellement, la France vit une crise qui est terrible, terrible. Euh, la manière dont je vis, moi je vis de mes livres, je vis de l'enseignement. Si tout ça disparaît, je sais comment gagner ma vie autrement. J'ai tout ce qu'il faut sous la main pour gagner ma vie autrement et ne pas avoir de problème de survie. Donc, j'ai toujours le bateau habitue à anticiper. On anticipe toujours, on prévoit tout ce qui peut arriver. Eh bien, dans ma vie, c'est la même chose. J'ai toujours une anticipation d'au moins 5 ans. C'est-à-dire que j'ai toujours 5 ans de survie sur moi qui me permet de traverser une longue période. Et donc, je pense que ça, c'est la plus grande force que m'a apporté le bateau et, et que j'ai transmise à mes enfants. Et ça, c'est une chose extrêmement précieuse parce que ça donne une très grande sérénité. La deuxième chose que m'a apporté le bateau, c'est la réflexion sur qui sommes-nous sur Terre. Ça, c'est très important aussi parce que je pouvais passer par-dessus bord à tout moment. Euh, J'étais obligée d'enseigner à mes enfants que tomber à l'eau, c'est mourir. Et je l'ai fait de façon assez brutale, c'est-à-dire en prenant une petite poupée que l'enfant aimait bien, la laissant tomber à la mer, essayer de la récupérer, impossible, pour qu'ils comprennent le danger de tomber à l'eau. C'était très important. Et c'est assez violent, mais du coup, ça ouvre la discussion sur qu'est-ce que la mort. Et il y a des gens pour qui, enfin, ça j'en parle, parce que je me souviens, il y avait une revue nautique qui avait demandé à quoi pense France Guillain quand elle est toute seule au milieu de l'océan avec ses enfants, etc. Voilà. Et ben, dans ce livre, Les femmes d'abord, à quoi pense France Guillain quand elle est sur son bateau? Alors, il y a deux manières de voir la vie. Il y a des gens qui considèrent que c'est un truc lié au hasard, on est là par hasard, et puis après, il n'existe plus rien. Voilà, c'est leur truc. Euh, et puis, il y a aussi une autre façon de voir la vie qui est ben, quand on disparaît, en chimie, rien ne disparaît, tout se transforme. Donc, alors il y en a qui peuvent penser qu'on se transforme en poussière, en choses comme ça, évidemment. Mais euh, moi, j'ai pris le parti que nous continuons d'exister en tant que personnes
que nous existions déjà avant, que nous existons après. C'est un choix qui peut être arbitraire, mais c'est le seul choix qui est constructeur. C'est le seul choix qui n'est pas absurde. Et ça veut dire aussi qu'on a à rendre compte de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous vivons. Et que nous sommes responsables de nous-mêmes à tout moment. Nous sommes responsables de nos choix, de cette vie, mais nous sommes responsables. Nous avons choisi cette vie, nous avons choisi nos parents, etc. Je dis d'ailleurs que je pense que nous avons choisi nos parents, même si je n'ai jamais dit ça à mes parents, parce que c'était pas une discussion possible. Mais c'est vraiment, ça m'a donné une force extraordinaire parce que, ayant choisi tout ce qui m'arrive, je suis passée de victime à acteur. C'est-à-dire que à partir de l'âge de 35 ans, quand j'ai réalisé cette chose-là dans ma tête, je me suis dit, mais c'est fabuleux, tout ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est très intéressant. Et je ne peux plus le reprocher à quiconque. Je ne peux pas, un conjoint ne pas être gentil, je ne peux rien reprocher. Parce que ce sont des expériences que j'ai choisies exactement comme j'ai choisi de naviguer et de risquer de passer par-dessus bord. Comme choisir de monter en haut de l'Everest et avoir les mains brûlées, ben, c'est moi qui choisis. Tant pis pour moi si je me brûle les mains. Alors voilà, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Complètement, mais complètement. C'est-à-dire que moi, je Non. ressens un petit peu la même chose aussi. Donc, je comprends. En fait, à partir du moment où tu prends une décision, tu assumes forcément plus les conséquences que quand c'est quelque chose qu'on t'a imposé. Oui, non, mais je comprends bien. Mais moi, c'est ça que j'ai voulu transmettre à mes enfants. Mm. Tout petit, je leur ai dit qu'on existait toujours. Alors, je leur ai pas donné toutes des choses inquiétantes, mais euh, je voulais qu'ils sachent que même si j'existais plus, ils pouvaient toujours me parler, je pouvais toujours leur répondre. C'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Parce que j'en ai fait l'expérience maintes fois avec des personnes décédées. Euh, je voulais pas que leur vie soit un désastre si je disparaissais. C'était très, très, très important pour moi. Et ça, euh, je me souviens d'une de mes filles qui, à l'âge de 5 ans, m'a dit, Maman, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que quand on est mort, on n'existe plus? Je lui ai dit, oui, il y a des gens qui pensent ça. Elle me dit, ils doivent être bien malheureux alors. Je ne dis pas forcément, puisqu'ils pensent qu'on n'existe plus. Et elle me dit, ben, à quoi ça sert alors de faire tous les efforts qu'on fait pour être gentil et pour pas mentir, ça devait être son problème du moment, si après on n'existe plus? Et j'ai trouvé cette réponse limpide. Mm. J'ai trouvé cette réponse exquise, vraiment. Elle avait tout compris, parce qu'on est en progression permanente. Alors, la stupidité, c'est de vouloir être à la retraite un jour. Ça, c'est une stupidité. Ne plus rien faire. Voilà. Je ne parle pas de gens qui font ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant qu'ils travaillaient. Je ne parle pas de ça. Il ne faut pas tout mélanger. Mm. Mais vouloir un jour ne plus rien avoir à faire, je trouve ça hallucinant. C'est même pas imaginable. Quoi. Parce qu'on est en progression permanente. Donc, Sauf quand on on a ne besoin de décide pas travailler, ne serait-ce que sur nous-mêmes. Hein. Ouais, mais ça arrive souvent, je Pardon. pense, ça arrive aux personnes à qui qui n'ont pas décidé toute leur vie de ce qu'ils avaient envie de faire et qu'on leur a imposé toute leur vie de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envie, se mettent à avoir de la colère et de la frustration sur le faire, en fait. Ça, je comprends très bien. C'est pour ça que je disais, je ne parle pas de ça. Mm. Je ne parle pas de ça parce que, euh, bon, on leur a imposé, c'est parce qu'ils ont choisi aussi. Hein. Je suis d'accord, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut prendre. Eux, ils n'ont Oui, pas ce sentiment-là. Eux, ils ont le sentiment qu'on leur a imposé. oui, Donc, voilà. je les comprends tout à fait. Je les comprends très bien. Mais, euh, mais justement, je n'ai pas fait ce choix de vie. Voilà. Mm. Et donc, J'ai pas fait ce choix de vie. Même si j'ai pas choisi ma maison, la maison où je vivais, ou je sais pas quoi, euh, c'est, j'ai choisi quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Quand on fait des choix, mais vu qu'on a fait ce choix, c'est exactement comme choisir de naviguer, choisir
de naviguer, c'est choisir de risquer de passer par-dessus bord. Donc, c'est très facile de passer par-dessus bord. Donc, en plus, bon, mais mon premier bateau, il n'avait même pas de filet autour, hein, il n'avait pas de rambarde. Incroyable. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il avait juste un petit fil de rien du tout auquel on ne peut pas s'accrocher. Et c'était exprès, je voulais que ce soit comme ça parce que je voulais avoir une vigilance absolue. Moi, je sais que ça a été une de mes angoisses quand on a décidé de partir. Vraiment, je faisais des énormes cauchemars que mon fils de 3 ans tombe à l'eau. Alors, même si on avait mis des filières tout autour, il y a toujours des risques, justement. Donc je comprends que c'est terrible. Et Et- est-ce que tu veux rajouter oui. quelque chose par rapport à ce que ça t'a appris, ce voyage, à ce que ça t'a apporté? Ah oui, alors il y a autre chose que je voulais dire aussi quand même. Il y a des couples qui avaient des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui voulaient partir à la voile. Et leurs enfants avaient déjà été à la maternelle et avaient plein de copains. Et donc, ils envisageaient avec inquiétude de traverser l'Atlantique avec des enfants coupés complètement de tout ça. Et moi, je leur ai conseillé, alors en plus avec des familles autour très gentilles, voilà, et puis des bons moyens financiers. Et donc, moi, ce que je leur ai conseillé, comme c'était leur première grande traversée, je leur ai conseillé de laisser les enfants aux grands-parents, ou tantes, ou je ne sais quoi, qu'ils continuent d'aller à l'école et qu'ils les leur envoient par avion quand ils arrivent aux Antilles. Et là, commencer leur vie d'île en île sur le bateau avec les enfants. De façon, voilà, comme ça leur évitait 2 angoisses. Et c'était pas mal, quoi. Qu'est-ce qu'on pense? Ils avaient fait ça, du coup, ils l'avaient fait? Pardon? Ils avaient fait ça finalement? Ils avaient envoyé les enfants Ils par... avaient fait ça, c'était très bien. C'était très, très bien. C'était pareil avec un couple qui avait une fille de 14 ans. Alors là, c'était encore plus compliqué, évidemment. Et elle les a rejoints euh, aux Antilles. Et là, elle était très, très heureuse de faire de la voile avec eux, aux Antilles, d'île en île, etc. Mais elle aurait très mal supporté, à 14 ans, en pleine adolescence, de voir personne pendant un mois, et de voir que ses parents. Donc, c'est un conseil qu'on peut donner aussi. Hein. Enfin, c'est ça que je voulais Ok, dire. ok, Voilà. intéressant. Mais Je justement, trouve que j'allais te c'est demander. un bon conseil parce que ça fait ça fait une étape différente, quoi. Oui, ça y va petit Euh, à petit. Ceci dit, moi j'ai essayé de dégoûter mes enfants les 2 dernières. J'ai essayé d'aider des goûter de la mer en faisant Concarneau, les Açores, sans toucher les Açores, Gibraltar, sans m'arrêter, et remonter jusqu'à Ibiza, c'est-à-dire un mois et quelques de mer, en n'emportant pas de jouets, rien, en n'emportant rien. Elles avaient quel âge? Eh bien, elles avaient 4 ans et 6 ans. Ok. Je me suis dit, je vais les dégoûter. Eh bien, pas du tout. Elles m'ont réclamé la mer et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez aimé dans la mer? Quand on voit rien et qu'il n'y a rien que la mer et le ciel. Hmm. T'étais toute seule sur La le bateau? réponse des enfants. Non, j'étais avec le propriétaire du bateau qui était un jeune garçon, enfin un garçon de 35 ans, qui venait d'acheter ce bateau, mais qui n'avait jamais navigué vraiment. Ok, donc tu lui Donc, donnais je des lui cours. amenais son bateau en Espagne. Ok. Hein? Tu lui montrais aussi. Tu lui Et montrais, pardon? tu lui montrais comment faire. Voilà. Donc, c'était ça, son cours de voile, quoi. Hmm. Et donc, alors c'était très intéressant parce que j'avais donc les deux plus jeunes et puis j'avais les autres plus grands. Et ce qui m'a touché le plus, c'est qu'on on faisait quelques années qu'on n'avait pas navigué, mais chacun de mes enfants est allé se remettre dans les endroits du bateau où il avait toujours eu l'habitude d'être. C'est rassurant en fait. Les Pour enfants, eux, ils ont leurs endroits favoris dans les bateaux, hein. c'est leur. Ben, en fait, les tiens, ils ont été élevés dans ce contexte-là, donc c'est ce qui les rassure en fait. Ça leur rappelle leur enfance. Ben, évidemment. C'était drôle parce qu'ils sont allés
direct s'installer dans les endroits où vous avez l'habitude de se mettre. C'était très amusant. Et les deux plus jeunes, elles, mais elles ont adoré. Alors qu'il y avait, j'avais rien pris comme jeu, rien, pas de bouquin, rien. Je me suis dit, on n'aura que la mer. Trop bien. C'est intéressant, hein? Et s'il y a des familles qui nous écoutent, il y a certainement des familles qui nous écoutent et qui voudraient partir en bateau, qui aimeraient aussi vivre cette expérience en famille. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ben, au début, s'ils partent en vacances, ils vont aller de port en port, j'imagine. Alors, c'est plutôt Enfin, je des suppose, hein, ils ne familles vont pas qui, traverser l'Atlantique. Hein? il y a plusieurs, les familles qui vont nous écouter, je pense que ce sera plutôt des familles qui partent pour 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, pour un long voyage quand même. Alors, à partir d'office pour un an, moi j'ai vu énormément de gens partir pour faire le tour du monde et qui se sont arrêtés aux Antilles. Hein. C'est la grande majorité. Hmm. En général, euh, la plus grande partie, c'était comme ça. Hein. Il y en a Hmm. très, très peu qui continuent. Ensuite, moi, je pense qu'il faut déjà qu'ils fassent au moins du cabotage avant de traverser un océan. Hein. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît minimal quand même. Hein. Hmm. Et puis, euh, s'ils ont des grandes peurs, enfin, si parmi eux, il y a quelqu'un qui a des grandes peurs, j'ai vu un couple, par exemple, le mari a pris un équipier pour traverser l'Atlantique et sa femme l'a rejoint aux Antilles. Et puis ensuite, aux Antilles, elle s'est habituée petit à petit, puis elle a eu de moins en moins peur et elle se sentait bien. Donc, Hmm. il faut bien penser à tout ça, parce qu'il ne faut pas être téméraire non plus. Parce que si on part avec des grandes angoisses et que ça se manifeste en mer, ça peut être la fin du couple. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça, quoi. Tu Hmm. vois? Et quelquefois, il y a des couples, c'est le mari qui a beaucoup navigué et la femme n'a jamais navigué. Ça, c'est assez souvent le cas. Hmm. Je ne sais pas ce que tu vois, toi, comme... Bah, euh, Mm. Je pense que comme toi, hmm. il faut s'écouter, il faut s'écouter, il faut savoir sortir de sa zone de confort sans trop sortir de sa zone de confort Voilà. non plus parce que ça peut être compliqué. Et en même temps, tu vois, nous, du coup, on est parti, on n'avait jamais navigué, mais on a fait, vu qu'on est parti en juillet et on a traversé l'Atlantique en décembre, ce qui fait qu'on a fait 6 mois de cabotage non-stop, tu vois, entre La Rochelle et le Cap-Vert. Et après, on a décidé de Oui, partir tous ensemble avec les enfants oui, parce qu'on voulait le vivre avec eux, en fait. Tu vois, c'était une expérience qu'on voulait vivre en famille. bien sûr. Oui, il y a des choses aussi qui sont importantes. Quand on part pour une durée déterminée, c'est pas du tout la même chose comme on part définitivement. C'est deux choses différentes. Euh, pour le cerveau, c'est très important. Le cerveau n'aime pas les choses définitives, d'une manière générale. Mm. Euh, si tu dis je vais plus jamais boire d'alcool alors que tu en bois un petit verre par semaine, tu n'y arriveras pas. Parce que ton Mm. cerveau, il va dire non. Tu vois? Le cerveau n'aime pas les choses définitives, ça l'angoisse. Mm. Donc, se donner des courts termes, c'est très, très intéressant. Tu vois? Mm. Dire qu'on peut partir pour un an, c'est très bien, c'est pas un temps trop long. Tu vois? C'est pas du tout quelque chose d'inquiétant, ça. Parce qu'on Mettre sait des qu'il y a un sous-étapes, terme. en fait. Tu vois? Mettre des sous-étapes, en fait. Euh, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, nous, on est parti pour 3 ans et pour le coup, ça nous dérangeait d'avoir une date de fin. Ça nous mettait un peu le stress. Et au bout d'1 an et demi, on a décidé de plus avoir cette date de fin, de changer un petit peu les plans. Et depuis, ça nous a quand même relâché. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est bien parce que ça ne met pas trop de pression d'un coup. C'est-à-dire que si tu pars de rien en te disant je pars pour 3 ans, mais parfois tu t'écoutes plus parce que tu as dit ah ben moi j'ai dit ça, donc je vais aller jusqu'au bout, mais du coup tu en viens presque tu pourrais en venir à te dégoûter. C'est ça que tu veux dire. Bien sûr. Et Mm. même à l'entourage, on n'est pas obligé de dire qu'on part pour un an, on peut dire on est parti pour un mois déjà. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Mm. Ça, Parce c'est sûr. que si par hasard, au bout d'un mois, on a vécu une mauvaise expérience, hein, on peut avoir une mauvaise expérience, on peut cogner dans un tronc d'arbre et puis casser quelque chose. Enfin, ça peut être, on peut vivre une expérience très, très traumatisante. Et on a le droit de s'arrêter. Et puis, comme on n'a pas besoin d'entendre autour de soi les gens te dire, oh, ils étaient partis pour un an, et puis au bout d'un mois, ils reviennent, quoi, tu vois? Mm.
Je pense que c'est bon aussi de se protéger de l'entourage. Ouais, c'est difficile, ça, le jugement, c'est un sujet sans fin. Mais d'ailleurs, ça Tu m'amène une vois? question pour toi, parce que du coup, tu as navigué 17 ans, tu as bien eu forcément des déconvenus. Comment tu as dépassé à chaque fois les déconvenus et tu aurais pu décider de rentrer Mais certainement oui, plusieurs fois? bien sûr. Non, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça, c'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer, je leur dis, ne le dites pas aux gens autour de vous. Parce que chaque fois que vous allez craquer sur une cigarette, on va leur dire, ta méthode, elle ne marche pas. Et on va les culpabiliser, ils vont être angoissés, ils auront encore plus envie de fumer. Mm. Bah, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, du coup, toi, quand tu es partie, tu as dit je Mais pars quand on pour fait des projets qui sortent, sans retour? ah, mais moi, j'avais personne à prévenir. Ok. Moi, quand je suis partie, j'avais personne à prévenir. Donc, moi, j'étais déjà sortie de ma famille depuis très longtemps. Mm. À partir de l'âge de 13 ans, j'étais plus dans ma famille pratiquement. Ok. Donc, moi, je suis un cas particulier. Mm. Mais moi, j'ai jamais eu des familles autour de moi pressantes. Jamais, jamais. Mm. Et J'ai toujours été hyper libre. Hein? comment tu as passé les Moi, difficultés? j'ai pas des grands-mères, des machins, des. Comment tu as passé les Oui. différentes difficultés? Tu as forcément eu des difficultés, tu parlais de taper dans le tronc, casser quelque chose, peut-être des problématiques d'entente avec les personnes à bord ou des choses comme ça. Comment tu passes à chaque fois pour continuer ton Ah voyage? ben, je me suis retournée 2 fois. Je me suis retournée 2 fois le mât dans l'eau, la client d'air. Je peux te dire qu'après, c'était inimaginable dans le bateau. Les pots de peinture explosés, des- énormément de choses bonnes à jeter. Enfin, c'était effroyable à l'intérieur. Mais c'est pas grave parce qu'on est vivant. Enfin, je veux dire, tout le monde est vivant, personne n'est accidenté. Ça, c'est ma mentalité maori, hein. Hmm. Les Tahitiens, tu vois, pour te donner un exemple, j'ai une amie tahitienne mariée avec un Français médecin anesthésiste. Il va à Tahiti après un cyclone et son beau-frère, qui pendant 10 ans a économisé pour se faire un élevage de poussins, son élevage de poussins a été emporté par la mer complètement. Et alors, l'anesthésiste français dit à son beau-frère, oh là là, tu as tout perdu, 10 ans de travail, etc. Et, le beau-frère, en rigolant, lui répond, c'est pas grave, les poussins sont partis, ils sont envolés. Voilà. Un Maori ne pleure pas sur une perte matérielle. Et même si c'est 10 ans de travail, c'est pas grave. Il y a encore 10 ans pour recommencer, c'est pas grave. C'est européen de pleurer sur des trucs matériels, mais c'est pas du tout. C'est ni philippin, ni, ni maori, ni mélanésien de pleurer sur des trucs matériels. Du moment qu'on est vivant, tout va très bien en fait. Et Hmm. ça, euh, c'est- enfin, moi, j'ai pas eu ces angoisses matérielles. Mais je suis pas attachée aux biens matériels aussi. Je peux tout perdre, c'est pas grave. Ça m'est arrivé maintes fois de quitter un pays. J'ai quitté un pays qui était en guerre. J'ai tout donné. Pas une seule fois, j'ai regretté un truc que j'avais plus. Hmm. Tu vois, je veux dire, ça aussi, c'est une mentalité maritime. Quand tu es sur un bateau, ce qui est important, c'est de survivre. Même si tu survis sur un canot, que tu as perdu le bateau, tu n'as pas pleuré le bateau toute ta vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. C'est quelque chose que je ressens Quand aussi, tu mais que j'avais jamais relié au bateau forcément. Mais en fait, oui, ça fait du sens complètement. Ce qui compte, c'est d'être vivant, quoi. Tu vois? Mm. Ouais. Merci, on Et arrive je à la. pense que le bateau apprend. Je pense que le bateau t'apprend à, vraiment ce qui est important, ce qui n'est pas important. À prioriser. Si sur un bateau, si sur un bateau, tu n'as pas pu enlever ton jean parce qu'il est complètement collé, tu as été obligé de faire pipi dans ton jean, ben, c'est pas grave. Mm. T'en fais pas un pataquès. À la limite, tu rigoles. Non? Oui, c'est vrai. Il y a plus. Hein?
Pour Voilà. finir, Je veux dire, si tu peux pas enlever ton jean pendant une semaine, tu peux pas te laver, c'est pas grave. c'est sûr. Tu vois? Ouais. C'est Ce qui est important, c'est d'arriver là où on veut arriver, c'est d'arriver vivant, tous en bon état. En dehors de ça, tout le reste, c'est rien du tout, quoi. Ne pas manquer de nourriture, ne pas manquer de boisson, euh, être entier, en bon état, et arriver au bon endroit. C'est ça, un marin, hein, non? C'est parfait pour le mot de, c'est parfait pour le Je mot sais de pas la comment tu fin. vois ça. Mais quand tu as navigué comme ça, tu n'as plus peur de rien, en fait. Du moment que tu arrives à manger, à boire, à être en bon état, à ne pas souffrir physiquement, eh ben, tu peux affronter n'importe quelle difficulté de la vie après. Et ça, c'est une force extrêmement puissante, non? Oui, tout à fait. Je Merci pense pour que c'est la plus grande force, en fait. ouais, la confiance dont tu parlais tout à l'heure. Merci beaucoup. Ouais. Ben, merci à toi. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager ou noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À très vite pour un prochain épisode.